Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette rencontre autour de la Russie. La Russie, une fiction, point d'interrogation. J'ai hâte d'en parler avec vous deux, chers auteurs invités, Giuliano d'Ampoli, Pierre-Henri Gaumont. Bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la Russie. Je vais vous présenter chacun, avant de commencer cette discussion. Giuliano d'Ampoli, merci d'être avec nous. Vous êtes né à Neuilly-sur-Seine, fils d'un conseiller politique en affaires économiques. Et vous avez grandi dans différents pays. Vous êtes un jeune garçon qui a beaucoup voyagé avant d'étudier le droit et les sciences politiques entre l'Italie et la France. Et vous avez eu aussi une carrière de conseiller politique. Vous avez été conseiller de Matteo Renzi, adjoint au maire chargé de la culture à Florence, membre du conseil d'administration de la Biennale de Venise, conseiller du ministre de la Culture et vice-premier ministre italien Francesco Rutelli. Vous avez fondé un think tank Volta qui se penche sur l'évolution du monde contemporain. Vous êtes également journaliste pour Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Riformista, etc. Et vous avez publié un grand nombre d'essais depuis quand vous aviez 22 ans, si je ne me trompe pas. Le titre italien, Un grande futuro dietro di noi. Le grand futur qui nous attend ou le grand avenir qui nous attend? Non, c'est le grand avenir derrière nous. Derrière nous, d'accord. Alors moi, j'ai vraiment besoin de réviser mon italien. Ce serait peut-être l'occasion. Consacré donc au défi de la jeunesse italienne, à venir là pour le coup. Oui, bon, c'était un peu sur ce paradoxe du futur un peu sacrifié des jeunes générations italiennes, et c'était repris d'un mot de Vittorio Gassman, l'acteur italien, qui disait justement: j'ai une grande carrière ou un grand futur derrière mes, pas devant. mes épaules. Et vous avez publié 8 autres essais jusqu'en 2015 sur des sujets aussi divers et variés que la méritocratie, l'information qui parfois arrive à la surdose d'information, l'industrie créative italienne, l'élection de Barack Obama. Tout n'a pas été encore traduit, je crois. On peut lire en français notamment Le Florentin aux éditions Grasset, qui est un livre sur Matteo Renzi, ou Les ingénieurs du chaos chez La Thèse sur le populisme et ses rouages. Et la thèse est aujourd'hui en folio. Mon éditeur est là et donc... alors ne négligeons pas de mentionner il faut que je le mentionne. Que le livre est sorti en folio et je crois qu'il a eu beaucoup de succès, ce livre. Et moi, j'ai très envie de le lire. J'ai pas encore eu le temps, mais c'est au programme. Nous allons parler du Mage du Kremlin, ce livre qui a fait tant de bruit, qui fait tant de bruit depuis sa sortie l'année dernière aux éditions Gallimard, qui vous a propulsé au sommet et dans toutes les conversations, qui vous a valu le prix de l'Académie française à la rentrée littéraire derrière. Vous y racontez le pouvoir russe à travers un angle particulier. C'est un personnage de conseiller du tsar Poutine, Vadim Baranov, inspiré du personnage réel de Vladislav Surkov, qui descend d'une grande famille russe, bibliophile, il est cultivé, etc. Vous allez nous faire son portrait. Il va d'abord travailler dans le théâtre, ensuite il va travailler dans la télé-réalité, et puis il va rentrer au service de Poutine. Et on va voir à travers ce parcours tout un tas d'événements de ces dernières décennies de la Russie. Il est question de la crise tchétchène, il est question de l'annexion de la Crimée, du Donbass, des jeux de Sochi, etc. Donc vraiment, on voit à travers ce personnage très incarné et très réaliste, forcément, on voit la dynamique du pouvoir en Russie. Et nous allons ensuite écouter un extrait, mais d'abord, je vais présenter votre confrère, notre deuxième invité, Pierre-Henri Gaumont. Alors vous aussi, j'ai vu que vous aviez commencé assez loin de votre art, la bande dessinée. Vous avez fait une école de commerce et vous avez fait quoi, sociologie, c'est ça? Absolument. Une thèse. L'école de commerce, j'essaye d'en parler un peu moins, mais effectivement, après, j'ai commencé un doctorat en sociologie. Et en cours de doctorat, j'ai commencé à faire des albums de façon professionnelle. Et donc, j'ai jamais soutenu ma thèse. Eh ben, c'est pas plus mal, moi j'ai envie de dire, parce que quand on voit la qualité et la beauté de vos albums, on est heureux de les lire. Pas d'école de dessin pour vous, donc c'est assez impressionnant. J'ai l'impression que vous aussi, vous avez beaucoup voyagé assez tôt, non? Enfin, j'ai déduit ça des choses que j'ai lues sur Internet. Enfin, beaucoup, je sais pas, mais effectivement, j'ai vécu à l'étranger, y compris jeune, c'est-à-dire au lycée, et puis après pas mal de balades du côté des pays qu'on appelle nous de l'Est, d'Europe centrale. Vous avez publié votre première BD en 2011 avec Jonathan Châtel, Kirkenes, voilà. Très bonne en langue. La même année, Catalyse, en 2012, Crématorium, puis Karma en 2014. Vous avez adapté un roman de Marcus Maltring. Pour ça,
Je suis fan, parce que j'adore Marcus Mall, très bon goût. Ce sont Les Nuits de Saturne en 2015. Et l'année suivante, autre adaptation, Pereira prétend d'Antonio Tabucchi. Et là, gros succès pour cette bande dessinée également. Puis vous publiez Mal à terre, La fuite du cerveau sur l'affaire du cerveau d'Einstein volé par le médecin légiste. Et ensuite, ah oui, j'ai vu que vous aviez fait La Grande École aussi avec Nicolas Mathieu, magnifique album pour les enfants. Et puis Slava, après la chute, tome 1 d'une trilogie consacrée à la Russie. Vous avez reçu de nombreux prix d'ailleurs, je le précise aussi, prix SNCF du Polar, 2 fois le Grand Prix RTL de la bande dessinée. Et donc Slava raconte l'histoire, pour vous poser le décor rapidement, de Dimitri Lavrine et Slava Segalov, qui sont deux escrocs à la petite semaine dans la Russie de la fin des années 90, qui récupèrent, qui démontent des vitraux, des lustres, enfin des choses dans les anciens bâtiments soviétiques abandonnés. Ça se passe quelque part dans le Caucase. Ils les revendent. Ils ont compris qu'en fait, c'est ce qu'explique d'ailleurs le pro des deux, qui est Lavrine. Il explique qu'en fait, le capitalisme, c'est pas ce que tu peux acheter, mais en fait, c'est ce que tu peux vendre. Voilà ce qui fait l'essence du capitalisme. Sauf qu'ils sont attaqués par des pillards pour leurs camionnettes, qui se retrouvent dans la forêt profonde, dans la neige, en position complexe, et qu'une jeune femme débarque, les aide à se sortir de ce mauvais pas. Et elle, avec son père, travaille dans une mine qui est moribonde, et les deux compères vont essayer de les aider à sauver leur mine. Voilà pour le résumé. Maintenant, nous allons écouter une lecture par le comédien Olivier Martineau du Mage du Kremlin. C'est un peu plus compliqué de lire les BD, et on en est désolé, mais je vous garantis que vous ne serez pas déçus de la lire avec vos yeux, parce qu'il faut aussi le visuel. Mais voilà, je me réjouis de vous écouter lire. Olivier. On disait depuis longtemps les choses les plus diverses sur son compte. Il y en avait qui affirmaient qu'il s'était retiré dans un monastère au mont Athos pour prier entre les pierres et les lézards. D'autres juraient l'avoir vu dans une villa de Sotogrande s'agiter au milieu d'une nuée de mannequins cocaïnés. D'autres encore soutenaient avoir retrouvé ses traces sur la piste de l'aéroport de Sharjah, dans le quartier général des milices du Donbass, ou parmi les ruines de Mogadiscio. Depuis que Vadim Baranov avait démissionné de son poste de conseiller du tsar, les histoires sur son compte, au lieu de s'éteindre, s'étaient multipliées. Cela arrive parfois. La plupart des hommes de pouvoir tirent leur aura de la position qu'ils occupent. À partir du moment où ils la perdent, c'est comme si la prise avait été arrachée. Ils se dégonflent comme ces poupées qui se trouvent à l'entrée des parcs d'attractions. On les croise dans la rue et on ne réussit pas à comprendre comment un type de ce genre a pu susciter autant de passion. Baranov appartenait à une race différente, même si, en vérité, je n'aurais su dire laquelle. Les photos présentaient le portrait d'un homme massif, mais pas athlétique, presque toujours vêtu de couleurs sombres et de costumes légèrement trop grands. Il avait un visage banal, peut-être un peu enfantin, le teint pâle, les cheveux noirs, très raides, et une coiffure de premier communiant. Dans une vidéo tournée en marge d'une rencontre officielle, on le voyait rire, chose très rare en Russie, où un simple sourire est considéré comme un signe d'idiotie. En fait, il donnait l'impression de ne se préoccuper en rien de son apparence. Très curieux si on pense que son métier consistait précisément en cela, disposer des miroirs en cercle pour transformer une étincelle en enchantement. Baranov avançait dans la vie entouré d'énigmes. La seule chose plus ou moins certaine était son influence sur le tsar. Durant les 15 années qu'il avait passées à son service, il avait contribué de façon décisive à l'édification de son pouvoir. On l'appelait le mage du Kremlin, le nouveau Raspoutine. À l'époque, il n'avait pas un rôle bien défini. Il se manifestait dans le bureau du président quand les affaires courantes avaient été expédiées. Ce n'étaient pas les secrétaires qui le prévenaient. Peut-être que le tsar en personne le convoquait sur sa ligne directe. Ou bien lui-même devinait le moment exact, grâce à ses talents prodigieux, dont tout le monde parlait sans que personne fût capable de dire avec précision en quoi il consistait. Parfois, quelqu'un se joignait à eux, un ministre en vogue ou le patron d'une entreprise d'État. Mais étant donné qu'à Moscou, par principe et depuis des siècles, personne ne dit jamais rien, même la présence de ces témoins occasionnels ne parvenait pas à éclairer les activités nocturnes du tsar et de son conseiller. Il arrivait cependant qu'on fût informé de leurs conséquences.
Un matin, la Russie s'était ainsi réveillée en apprenant l'arrestation de l'homme d'affaires le plus riche et le plus connu du pays, le symbole même du nouveau système capitaliste. Une autre fois, tous les présidents des républiques de la Fédération, élus par le peuple, avaient été mis à pied. Dorénavant, ce serait le tsar et personne d'autre qui les nommerait, avait annoncé les premières informations de la matinée aux citoyens encore à moitié endormis. Mais dans la plupart des cas, les fruits de ces insomnies restaient invisibles. Et ce n'est que des années plus tard que l'on notait des changements qui apparaissaient alors comme tout à fait naturels, bien qu'ils fussent en réalité le produit d'une activité méticuleuse. À l'époque, Baranov était très discret. On ne le voyait nulle part et l'idée de donner une interview ne l'effleurait pas. Il avait pourtant une singularité. De temps en temps, il écrivait, soit un petit essai qu'il publiait dans une obscure revue indépendante, soit une étude de stratégie militaire destinée au sommet de l'armée, parfois même un récit où il faisait la preuve d'une veine paradoxale dans la meilleure tradition russe. Il ne signait jamais ses textes de son nom, mais il les parsemait d'allusions qui étaient autant de clés pour interpréter le monde nouveau issu des insomnies du Kremlin. En tout cas, c'est ce que croyaient les courtisans moscovites et les chancelleries étrangères qui rivalisaient pour être les premiers à décrypter les formules obscures de Baranov. Le pseudonyme derrière lequel il se cachait à ces occasions, Nicolas Brandeis, ajoutait un élément de confusion ultérieure. Les plus zélés avaient reconnu sous ce nom le personnage mineur d'un roman secondaire de Joseph Roth, un Tartare, sorte de Deus ex machina, qui faisait son apparition dans les moments décisifs de la narration pour s'éclipser aussitôt. « Il ne faut aucune vigueur pour conquérir quoi que ce soit, disait-il. Tout est pourri et se rend, mais lâcher, savoir laisser aller, c'est cela qui compte. » Ainsi, de même que les personnages du roman de Roth s'interrogeaient sur les actions du Tartare dont la formidable indifférence était la garantie de tout succès, les hiérarques du Kremlin et ceux qui les entouraient allaient à la chasse du moindre indice susceptible de révéler la pensée de Baranov et, à travers celle-ci, les intentions du tsar. Une mission d'autant plus désespérée que le mage du Kremlin était convaincu que le plagiat était la base du progrès, raison pour laquelle on ne comprenait jamais jusqu'à quel point il exprimait ses propres idées ou jouait avec celles des autres. L'apothéose de cet équivoque se produisit un soir d'hiver, au cours duquel la masse compacte des berlines d'apparat, avec leur cortège de sirènes et de gardes du corps, se déversa sur le petit théâtre d'avant-garde où l'on donnait une pièce en un acte dont l'auteur se nommait Nicolas Brandeis. On vit alors des banquiers, des magnats du pétrole, des ministères et des généraux du FSB faire la queue avec leurs maîtresses couvertes de saphirs et de rubis, pour s'installer sur les fauteuils défoncés d'une salle dont ils ne soupçonnaient jusque-là même pas l'existence, afin d'assister à un spectacle qui, d'un bout à l'autre, se moquait des tics et des prétentions culturelles des banquiers, des magnats du pétrole, des ministères et des généraux du FSB. Dans un pays civilisé, une guerre civile éclaterait, affirmait à un certain moment le héros de la pièce. Mais chez nous, il n'y a pas de citoyens. Il s'agira donc d'une guerre entre laquais. Ce n'est pas pire qu'une guerre civile, mais c'est un peu plus répugnant, plus misérable. Ce soir-là, on ne vit pas Baranov dans la salle, mais par prudence, les banquiers et les ministres applaudirent à tout rompre. Certains prétendaient que l'auteur observait le parterre à travers un minuscule hublot situé à droite de la loge. Merci beaucoup pour cette lecture, Olivier Martineau. Je précise que si vous aimez les lectures d'Olivier Martineau, vous pouvez l'écouter le 15 mai à la Maison de la Poésie. Il va lire La Maison de Julien Gracq. Et moi, je pense que je vais peut-être essayer de venir, parce que j'aime beaucoup vos lectures depuis le début de ce week-end. Donc, première question. Oula, tout va bien? Pas de blessés?
Première question pour commencer cet entretien, qui paraît très simpliste, mais qui est brûlante forcément quand on a lu vos deux textes. C'est qu'est-ce qui a été le déclencheur, l'idée de ces deux œuvres? Et vous précisez tous les deux qu'elles ont été faites avant l'attaque en Ukraine. Comment s'est passé, voilà, quelle a été l'étincelle, quel a été le moteur qui s'est mis en marche, et quel est rétrospectivement votre regard? Qui veut répondre? Pierre-Henri Gaumont. J'ai le micro, alors je réponds. Moi, c'est un vieux serpent de mer, en fait, l'histoire de... Enfin, parler de cette période-là, qui est la sortie du communisme, les années 90 en Russie, disons plutôt en ex-URSS, parce que c'est pas la Russie au sens strict. C'est vraiment ce passage-là. J'y pensais depuis très longtemps. Et les voyages, ça a été nourri par les voyages, mais ça a été vraiment la lecture après des œuvres de Svetlana Alexievitch qui ont complètement fait écho à ce que j'avais vu, moi, en me baladant dans les pays d'ex-URSS, et qui m'ont fait comprendre qu'il y avait à creuser là-dedans, parce que c'était aussi un miroir déformant et grossissant de ce que nous vivons, parce qu'il y a quelque chose comme ça de très furieux dans la façon dont ça se passe dans les années 90. Et en fait, tout bêtement, mais moi, l'étincelle, elle est un peu circonstancielle, dans la mesure où je travaillais sur un projet qui devait se dérouler à Sienne et que j'ai dû annuler pour des raisons juridiques. Et donc, je me disais, bon, bah, voilà, j'ai travaillé 8 mois là-dessus, et je vais faire ce qui me paraît le plus évident, ce que j'ai le plus envie de faire, et sur lequel la documentation est déjà faite. Et donc, c'était la Russie des années 90. Documentation faite donc par des voyages et par un intérêt personnel? Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à voyager dans les pays qui ont connu le communisme, on commence à lire. Par ailleurs, vraiment, la Russie, moi, m'avait attiré aussi par sa littérature, beaucoup. Donc c'est aussi comme ça que ça nourrit mon intérêt. Et voilà, enfin, c'est aussi simple que ça. Giuliano d'Ampoli, l'histoire du mage du Kremlin. Oui, bah, écoutez, alors pour moi, ça vient d'assez loin aussi. C'est-à-dire que j'ai été torturé dans ma jeunesse par une mère suisse-allemande qui était passionnée de littérature russe, et qui d'ailleurs a appris le russe pour pouvoir lire dans le texte. Et donc, bah, j'ai été nourri un peu trop tôt, je crois, par, je ne dis pas tous les classiques, mais un bon nombre de classiques russes. Après, j'ai eu une période de rejet, hein, c'est l'adolescence. Ça a duré longtemps dans mon cas, et donc je me suis moins intéressé à la Russie pendant quelques temps. Mais j'ai débarqué à Moscou il y a une douzaine d'années, la première fois, et c'est un endroit qui m'a immédiatement frappé. Et qui m'a fait peur d'une certaine façon aussi, c'est-à-dire, à mon avis, Moscou, je ne sais pas qui d'entre vous la connaît, mais c'est la ville au monde où on ressent le plus l'emprise du pouvoir. Il y a quelque chose de physique déjà dans l'architecture de cette ville, ce mollusque de pierre du Kremlin au centre de la ville, après les cercles de l'architecture stalinienne autour, et puis ça arrive jusqu'aux constructions des nouveaux Russes et à leur gratte-ciel. Et on sent ça de façon physique, à mon avis, plus que dans d'autres villes, même où le pouvoir est plus fort. À Pékin, le pouvoir est plus fort qu'à Moscou, mais on sent moins cette emprise-là. Et donc, il y a quelque chose qui m'a... D'ailleurs, c'est exactement ce que raconte Custine dans ses mémoires et dans son voyage en Russie de 1839. Donc, ça remonte assez loin, là aussi. Et donc, à partir de ce moment, je suis revenu en Russie plusieurs fois, et je me suis immergé dans cette réalité qui me faisait peur, mais qui me fascinait aussi par d'autres aspects. Et donc, mais je faisais autre chose, et je m'occupais, donc j'écrivais cet essai
2017, entre 2017 et 2019, consacré aux ingénieurs du chaos, donc aux maîtres de la propagande nationale populiste. Et c'est là que j'ai remarqué ce vrai personnage qui s'appelle Vladislav Surkov et qui est un Russe qui a un peu, merci d'ailleurs pour cette lecture remarquable, qui a un peu le profil de mon Baranov, du moins au départ. C'est quelqu'un de très différent dans l'entourage de Poutine, qui est fait plutôt d'anciens du KGB ou d'hommes d'affaires véreux. Qui se sont enrichis énormément grâce à lui. Eh bien, il y a ce personnage qui a fréquenté l'Académie d'art dramatique de Moscou, qui a des posters de rappeurs américains sur les murs de son bureau, qui écrit des romans sous pseudonyme et qui interprète un peu son parcours comme si c'était, et son travail de manipulation comme si c'était une performance théâtrale. Et donc là, c'était trop beau, j'ai trouvé. Et comme je n'ai pas beaucoup d'imagination, j'ai trouvé là, voilà, j'ai un personnage qui est tellement romanesque en soi que donc je ne l'ai pas utilisé dans Les Ingénieurs du Chaos, je n'en ai même pas parlé et je l'ai gardé pour en faire un roman plus tard et ça a donné le Mage du Kremlin. Votre premier roman, après une multitude d'essais, vous avez fait un roman parce que vous avez senti le potentiel romanesque de ce personnage, c'est pour ça, ou c'était pour des raisons de, je sais pas, de pouvoir dire non, c'est de la fiction? Non, c'est pour pouvoir aller plus loin. Vous savez, les éditeurs sont terrorisés par les essayistes qui essayent d'écrire des romans. Hein. Ça, c'est le classique. Et en effet, même Gallimard a été magnifique, mais ça leur a pris un moment quand même de me répondre parce que, de toute façon, la différence, je crois, c'est que pour écrire un essai, vous n'utilisez qu'une partie de votre cerveau, au fond, qui est la partie rationnelle. Vous allez faire une démonstration, vous allez réunir des faits, vous allez y réfléchir, et puis vous allez faire une démonstration en 3 parties. Ça va être bien, ça va être mal, mais ça va être plutôt rationnel. Et votre lecteur, d'ailleurs, aussi va plus ou moins activer la même partie rationnelle de son cerveau pour vous lire. Quand vous écrivez un roman, c'est autre chose. Et c'est toute votre personne qui entre en jeu. Donc, vos émotions, vos sensations, votre expérience personnelle, toute une série de choses que vous n'auriez pas pu utiliser dans l'écriture d'un essai. Et en plus, vous essayez d'entrer dans la tête de ces personnages et d'y emmener le lecteur. Et donc, c'est ça que je voulais faire aussi un peu avec cette idée d'écrire non seulement un roman sur la Russie, mais au départ, c'était quand même aussi un roman sur le pouvoir. J'avais envie de ça. Le pouvoir, pour moi, les gens pensent que c'est quelque chose d'assez rationnel. On s'approche du cœur du pouvoir. On voit des formes, des protocoles, tout est réglé, il y a des règles, etc. On peut imaginer peut-être de l'extérieur que c'est un lieu relativement rationnel, alors que dans ma perception et dans mon expérience, plus on approche du cœur du pouvoir et plus on est au cœur de quelque chose de complètement fou, hein, où l'irrationalité, les passions, et même, y compris la bêtise, l'ignorance, etc., joue un rôle qui est, le hasard joue un rôle qui est incroyable. Et donc, moi, j'avais envie un peu d'entrer là-dedans et de montrer ça et de raconter ça. Et je trouve que là aussi, l'instrument du roman est franchement le mieux adapté pour essayer de faire ça. Pierre-Henri Goumont, vous, c'est l'instrument de la bande dessinée. C'est encore autre chose. Elle est très intéressante, votre bande dessinée chez Dargaud, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Parce que vous faites entrer vraiment une impression de Russie, même pour moi qui n'y suis jamais allée. Je ne sais pas comment vous avez fait ça. J'ai vu un peu, par exemple, les onomatopées sont en alphabet cyrillique. Donc on comprend ce qui est le bruit qui se passe ou l'onomatopée qui nous percute l'oreille, mais l'écriture nous transporte directement dans ces pays de l'Est. Et puis, vous saisissez une époque aussi. Vous saisissez un monde qui se renverse.
qui est complètement déstabilisé, dans lequel tout change et vous avez ces deux personnages qui construisent quelque chose ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une part de la façon dont vous avez travaillé cet instrument de la BD pour nous donner cette impression de Russie, pour nous raconter cette histoire-là, et puis aussi, plus largement, quels enjeux vous saisissez dans l'époque que vous décrivez, que vous décidez de décrire avec les personnages que vous inventez? Alors, c'est deux questions assez différentes parce que disons que sur la forme de la bande dessinée, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on essaye de convoquer c'est-à-dire que c'est un média assez faible, la bande dessinée. Vous êtes à mi-chemin entre l'écriture qui est complètement cérébrale et disons le cinéma ou le théâtre qui est visuel, mais sur lequel vous avez effectivement une bande son. Et il faut essayer de faire avec ce qu'on a. Voilà, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, et je trouvais que la bande son pouvait donner tout de suite une sensation disons, de Russie, de quelque chose qu'on comprend sans comprendre. Les onomatopées, par exemple, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que d'une part, c'est de l'écriture, mais c'est déjà du dessin, parce que la forme des lettres dans leur graphie même, elle évoque disons, tout le constructivisme communiste. Et par ailleurs, vous comprenez sans comprendre, c'est-à-dire que ce sont des transcriptions, c'est pas réel, ça n'existe pas, mais vous êtes déjà ailleurs. Mais je vais aller le mobiliser absolument partout, parce que sur des choses peut-être moins apparentes, mais qui sont les décors, on va chercher à faire ça, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à donner une impression, et ça passe notamment par le fait de ne pas être exact. Je pense qu'en ça, le fait de dessiner de la bande dessinée est assez proche du métier d'acteur. C'est-à-dire qu'il y a une forme de distance à avoir pour donner la sensation d'eux. Et donc moi, je suis allé me documenter sur place, mais pas du tout à partir de photos, je ne fais que dessiner. Et c'est ma façon, à moi, de m'imprégner. Et c'est-à-dire que tout ce que j'ai construit en allant faire des croquis sur place va me permettre de restituer cette sensation sans trop y penser, en fait. Parce que voilà, il y a eu un travail d'acclimatation. Et tout ça m'a fait perdre le fil sur la deuxième question. La deuxième question, c'était cette époque que vous êtes arrivé. Pourquoi déjà avez-vous choisi cette époque-là? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais que vous développiez. Et puis, comment vous avez saisi ces enjeux en les croquant à travers des situations et des personnages, puisque la bande dessinée, comme vous le dites, c'est du théâtre. Alors la première chose, c'est que moi, ce tournant-là, c'est celui que j'ai observé. Et ça a été une grande surprise pour moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je voyageais en vélo, notamment, alors c'était pas la Russie, hein, mais c'était l'Europe centrale, c'était Hongrie, Roumanie, République tchèque, Pologne, etc., Ukraine. Et il y avait quelque chose qui était très saillant, c'est que tout ce qu'on m'avait expliqué dans mes études d'économie ne se vérifiait absolument pas quand je discutais avec les gens. Et notamment, nous, ce qu'on nous enseignait, c'est que c'était une libération et que c'était la libération des peuples, c'était l'ouverture, c'était l'assainissement d'une économie, c'était des choses comme ça qu'on me disait. Et je rencontrais des gens qui étaient totalement opposés à ça, opposés à cette analyse et dans une très grande nostalgie de ce qu'ils avaient connu. Et j'ai rejeté ça au début, c'est-à-dire que je ne comprenais pas. Et en fait, écrire, c'est toujours un peu penser contre soi-même. Et je me suis dit, pour aller creuser cette question, il faut que je l'aborde de front et il faut que j'écrive un livre dessus. Et c'est comme ça que voilà, c'est né. Mais je veux dire, c'est d'abord ça, c'est-à-dire que vous voyez des choses qui ne cadrent pas avec tout ce qu'on vous a expliqué. Par ailleurs, j'ai commencé à écrire avant la guerre en Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais enfin la guerre avec les anciennes, enfin les anciens membres de l'URSS, elle est longue, donc c'était quand même très présent, y compris quand je commence. Donc je savais que le pouvoir tel qu'il s'exerce en Russie, même si moi je l'observe par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire non pas par les gens qui le travaillent, mais par les gens qui le subissent, je savais que ça expliquait beaucoup ce tournant-là. Hein. Le tournant des années 90 expliquait beaucoup l'arrivée de Vladimir Poutine, c'est-à-dire l'énorme traumatisme que ça a été d'être un pays qui compte sur la scène internationale et qui du jour au lendemain est humilié
totalement discrédité, quoi. C'était devenu les idiots du monde. Et les Russes n'étaient pas du tout dupes de ce qui était en train de se passer. Et à ce titre-là, voilà, ça me semblait actuel. Voilà. Giuliano d'Ampoli, vous écrivez « La montée en puissance des oligarques s'était produite pendant cette sorte d'entracte féodal qui avait suivi la chute du régime soviétique. Boris et les autres étaient alors devenus les colonnes d'un système dans lequel le pouvoir du Kremlin dépendait substantiellement d'eux, de leur argent, de leurs journaux, de leur télévision. Quand ils avaient décidé de parier sur Poutine, les oligarques pensaient simplement changer de représentant, pas changer de système. » Oui, donc il faut se replacer dans ce contexte-là qu'effectivement Pierre-Henri a montré et montre remarquablement dans son album le chaos des années 90, cette phase d'expérimentation démocratique, économique, folle, où il y a une bulle d'énergie et de liberté aussi qui en sort, mais ça se termine avec la faillite de l'État russe, qui ne peut plus payer ni les retraites, ni les salaires, le déclassement évidemment international de la Russie et Moscou et une partie de la Russie qui se transforme en une sorte de Disneyland pour adultes armés de Kalachnikov, hein, où de très grandes fortunes se construisent, mais voilà, à coup de Kalachnikov. Mais en ce qui concerne le choix des oligarques qui choisissent Poutine, je crois que c'est quelque chose de très important, même par rapport à aujourd'hui. Quand on dit aux dirigeants européens, notamment, qu'ils se sont trompés sur Poutine, ils n'ont pas vu, etc. C'est vrai, mais les premiers qui n'ont pas vu qui était Poutine sont les gens qui l'ont choisi. Le système des gens qui entouraient l'ancien président Yeltsin à la fin des années 90, qu'on appelait la famille de Yeltsin, mais ce n'était pas que sa fille qui avait un rôle très important, mais aussi justement les oligarques, Berezovsky et d'autres qui s'étaient enrichis au cours des années 90. Quand ils doivent choisir quelqu'un qui va remplacer Yeltsin, vous savez, un système de pouvoir, quand il choisit un représentant, ne choisit pas le plus fort, le plus intelligent, le plus brillant, le plus autonome, le meilleur, le plus... Rien. Il choisit quelqu'un qu'il va penser pouvoir contrôler, hein, qui va être prévisible, qui va répondre de façon prévisible aux indications qu'on va lui donner. Et donc, ils choisissent ce personnage qui apparaît, Poutine à l'époque, est l'ancien espion, et en ce moment directeur du FSB, donc de la structure qui a remplacé en partie le KGB. Et donc, il choisit ce personnage très gris qui n'a jamais véritablement fait de la politique, qui n'a peut pas parlé en public plus que 5 ou 6 fois de sa vie et de toute façon très très monocorde et plate, qui ne semble avoir aucun charisme. Et là, erreur de casting. C'est vraiment cet élément d'erreur de casting dans le choix de la succession de Yeltsin de la part de ceux qui l'exercent est assez dramatique parce que Poutine va très rapidement se révéler différent par rapport à ce qu'imaginaient les oligarques même qui l'ont choisi. Et une des premières choses qu'il va faire, mais ça, Aristote le disait déjà dans la politique, le démagogue qui arrive au pouvoir élimine les oligarques en premier, parmi disons, ses premières actions. Et les oligarques eux-mêmes, qui pensent être protégés non seulement par leurs ressources, mais par le fait qu'au fond, ils essaient de se présenter comme des hommes d'affaires à l'occidental, même si on en est très loin. Mais en ce moment-là, ils commencent déjà à rechercher une respectabilité et tout ça. Ils imaginent qu'ils sont dans un système où tout ça va les protéger. Et là, du coup, ils sous-estiment la popularité de la mise à mort des oligarques dans tout système. C'est-à-dire que Poutine va asseoir son pouvoir en éliminant les oligarques qui le dérangent parce qu'ils le dérangent
et donc parce qu'il représente une menace pour son pouvoir. Mais cette campagne-là va être très populaire, parce qu'il va trouver des boucs émissaires par rapport au dysfonctionnement, à la corruption, au malheur des Russes, comme le faisait Staline. Staline, ses purges, ses procès politiques, évidemment, il les faisait parce qu'il était paranoïaque et parce qu'il voulait asseoir son pouvoir. Mais en même temps, c'était... et c'est pour ça que Staline reste au fond assez populaire aujourd'hui en Russie, non pas parce que les gens ont oublié les procès politiques, les purges, etc., mais parce qu'ils s'en souviennent. Lui, au moins, savait comment punir les ennemis du peuple. C'est ce que je fais dire à mon Poutine dans le livre, c'est-à-dire les chemins de fer ne fonctionnent pas en Union soviétique. Staline convoque le directeur des chemins de fer, lui colle un procès sur le dos et d'une façon ou de l'autre, le directeur des chemins de fer finit par admettre que oui, c'est lui qui était corrompu à la solde des puissances impérialistes et qui a donc saboté les chemins de fer soviétiques. Le directeur, à ce moment-là, est publiquement donc exposé, mis à mort. Ça ne donne aucune solution au problème des chemins de fer soviétiques qui continuent de dysfonctionner, mais ça donne une catharsis, hein, ça donne un bouc émissaire, ça donne la colère des usagers des chemins de fer soviétiques qui ne marchent pas, ont trouvé le responsable. Et donc, d'un point de vue narratif, c'est très efficace. Et Poutine a réactivé ça dans sa lutte contre les oligarques au cours de toutes les 20 années de son pouvoir. Ça évoque cette phrase que vous citez, Pierre-Henri Gaumont, de Léviathan, de Thomas Hobbes, dans votre bande dessinée. Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tient tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est celle de chacun contre chacun. Dans un tel état, il n'y a pas d'art, pas de lettres, pas de société, et ce qui est le pire de tout, la crainte continuelle d'une mort violente. Donc on est aussi dans cette narration. Ah bah complètement, et c'est ce qu'ils vivent, il me semble. Hein, évidemment, on en a une vision qui est partielle, hein, parce que j'ai pas vécu là-bas de façon suivie. Hein, mais tout ce que j'en lis, c'est que c'est vraiment l'état de nature aubésien, c'est-à-dire pas du tout la version... disons, de type Robinsonade. C'est vraiment l'état de nature au sens l'homme est un loup pour l'homme, c'est un affrontement perpétuel et la façon dont les oligarques se sont emparés de l'économie de la rente russe montre ça. Ça s'est fait... Mais d'ailleurs, je me souviens que dans le match du Kremlin, vous dites ça à un moment, il me semble, c'est que on aurait pu... Donc Berezovsky, je crois, monte des concessionnaires, des concessions automobiles, et que le concurrent, au lieu d'essayer de jouer la règle, vient poser une Opel bourrée d'explosifs. C'est quand même ça. Et le fait est que peu de choses se passent sur le plan économique dans ces années-là. C'est vraiment extrêmement réduit. On est dans une... Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la faillite de l'économie russe. Et il y a aussi un passage, moi, qui m'intéresse. Il n'y a pas d'art, pas de lettres. Et comme un des deux est un artiste qui se retire, parce qu'il se dit, bah, moi, j'ai plus personne à qui m'opposer, en fait. En réalité, je pense que si, mais disons que la figure de l'autorité a disparu, et y compris pour les artistes, quoi. Et la façon dont c'est très pervasif, quoi, voilà, m'interrogeait, et ça fait partie des choses que je développe dans la suite. Ah, qui va bientôt arriver, que vous avez terminé. Que j'ai pas terminé, mais que je suis en train de... Vous êtes en train de finir. Absolument. On est impatient. Vous écrivez, Juliano dans Poli, qui connaît la Russie sait que chez nous, le pouvoir est sujet à de périodiques mouvements telluriques. Avant qu'ils ne se produisent, on peut tenter d'en orienter le cours, mais une fois qu'ils sont survenus, tous les engrenages de la société se repositionnent en conséquence, selon une logique aussi silencieuse qu'implacable. Se rebeller contre ces mouvements est aussi vain que le serait le fait de s'opposer à la rotation de la Terre autour du Soleil.
Est-ce que la Russie est coincée dans une espèce de logique de guerre ou de pouvoir, de rapport au pouvoir un peu malade? Oui, enfin, je pense qu'on peut sans aucun doute dire ça. Après, ce à quoi je tiens, c'est quand même à me distinguer un peu par rapport au narrateur. Oui, bien enfin, sûr. C'est pas Giuliano aux d'Empoli, Russes, le personnage. qui, par exemple, prononce ces mots et beaucoup d'autres, même par rapport à l'histoire russe. Mon Baranov, qui est donc un conseiller de Poutine, même s'il est à la retraite, il est sorti, il a été éjecté du système et donc il discute une nuit avec un visiteur occidental qui l'accueille chez lui. Il se confesse d'une certaine façon, mais il continue à manipuler aussi. Il n'est pas tout à fait sincère. Ce n'est pas quelqu'un qui est parti de Russie, qui est aujourd'hui à Paris, à Londres, à Rome, et qui serait un dissident. C'est quelqu'un qui est dans une position très particulière. Il est en retrait par rapport au pouvoir, parce qu'il n'a pas pu en suivre la logique jusqu'au bout. Et cette logique implacable, par exemple, dans ce cas-là, effectivement, c'est probablement le fait que le pouvoir de Poutine lui-même est fondé dès le tout début sur la violence. Hein, je crois montré dans le livre, en 99, quand Poutine arrive, c'est le 5e Premier ministre en 2 ans. Personne n'y croit. Yeltsin, justement, et son groupe de pouvoir sont à la recherche d'un successeur et ça ne prend pas. Et ça va prendre à l'automne 99, quand se produit, vous savez, Dostoïevski disait, il faut les ingrédients du pouvoir, il y a 3 ingrédients du pouvoir russe en Russie. C'est dans le monologue du grand inquisiteur. Le premier est l'autorité. Bon, ça, Poutine, là, en 99, il a été nommé par Yeltsin, Premier ministre, donc c'est bon. Le deuxième est le mystère. Et là, déjà, on sort un peu d'un débat démocratique normal. Poutine, effectivement, a le mystère parce qu'il est un ancien du KGB, et donc on ne sait pas très bien ce qu'il faisait, ce qu'a été son parcours. Ce n'est pas un homme politique, un homme public dont on saurait d'où il vient. Mais le troisième ingrédient, dit Dostoïevski, c'est le miracle. Et le miracle est un miracle sanglant qui se produit à l'automne 99 avec l'écroulement de ces tours d'habitation à la banlieue de Moscou. Des gens, la nuit, des gens qui dorment chez eux tranquillement et dont les immeubles de banlieue complètement ordinaires, il y en a d'abord un qui s'effondre, et puis quelques nuits après, un deuxième, et puis un troisième en dehors de Moscou. Et là, c'est la panique, parce que déjà, justement, années 90, le chaos s'était emparé de la Russie. Et là, c'est vraiment la panique, parce que même quand vous êtes chez vous et vous êtes en train de dormir dans un immeuble quelconque, vous pouvez être tué. Ben, évidemment, ça fait encore plus peur qu'un attentat qui miserait, vous voyez, une cible symbolique ou politique. Ça touche tout le monde. Et là, on ne sait pas qui a posé ces bombes, d'ailleurs, mais les terroristes tchétchènes sont accusés tout de suite de l'avoir fait, et la réponse de Poutine est tellement violente dès le départ, verbalement et puis physiquement, avec la façon dont il fait la guerre en Tchétchénie, que c'est sur ça que s'installe son pouvoir. Et ça va revenir périodiquement, et le personnage du livre ne va pas, au fond, qui croit plutôt à la manipulation, beaucoup plus qu'à la violence,
bah, il va devoir être confronté au fait que ce fondement de violence est quelque chose qui va le corrompre aussi et avec lequel il va devoir être confronté. Mais ces mots, malgré tout cela et le fait qu'il est en retrait, il reste un manipulateur et il est beaucoup plus déterministe dans ses jugements sur la Russie que moi. Vous voyez, moi je note une récurrence. Effectivement, la récurrence d'un certain type de pouvoir vertical qui a certains caractères et qui revient périodiquement dans l'histoire russe. Mais alors que mon narrateur dit c'est inévitable, c'est comme ça, la Russie ne se gouverne qu'à travers une main de fer, moi, je ne suis pas aussi déterministe. Je pense que l'histoire est faite de nécessité et puis du hasard de certaines personnes qui peuvent se trouver à certains lieux à un moment ou à un autre. Donc, fin années 90, si Poutine n'avait pas été là, probablement une autre forme de pouvoir vertical aurait pris forme. C'est possible, autoritaire, parce que le chaos, au fond, le portait dans cette direction, mais peut-être pas. Hein. Ça aurait pu. Et aujourd'hui encore, quand on dit Poutine ne sera peut-être plus là un jour, mais on dit inévitablement ce sera un pouvoir plus dur qui prendra sa place. Par exemple, ça se dit aussi. On ne sait pas. Hein. Moi, franchement, je pense que l'histoire, elle aussi, a plus d'imagination et qu'on peut essayer de regarder tout ça, mais il faut toujours rester très flexible. Pour ne pas dire optimiste, finalement, presque. Il y a une forme d'optimisme qui est toujours possible. Ouais. Pierre-Henri Gaumont, vous allez aller jusqu'où dans ces 3 tomes? Vous allez aller jusqu'à la guerre récente Non, pas du tout. Non, moi vraiment, ce qui m'intéresse, c'est ce tournant. Vous allez rester ce point sur cette d'inflexion période. dans cette histoire-là. J'ajouterais à ce qu'a dit Giuliano à l'instant que c'est ce que dit votre narrateur, c'est ce qu'on entend continuellement. Hein, quand on parle avec des gens, que ce soit en Russie ou... moi, j'ai plutôt rencontré ça en Biélorussie et en Géorgie, mais qui est que ce pays-là ne peut se gouverner que comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, moi, en le lisant dans le livre, ça faisait vraiment écho tellement à ce que j'avais entendu sur place que j'avais été saisi par ça. Mais donc, moi, si vous voulez, ce côté état de nature, la violence qu'il y a dans les années 90 en Russie, m'évoquait le western. Ouais. Le western. Il y a un aspect très westernien dans votre BD. Ou alors on va encore plus à l'ouest et on arrive jusqu'en Russie, quoi. Donc il y avait cette dimension-là et je veux m'en tenir à ça. C'est-à-dire que je veux décrire ce moment-là. C'est la défense d'un lieu, et en l'occurrence, il s'agit d'une mine, contre des grands propriétaires terriens, qui est une figure du western ultra classique, sauf que là, mes deux cow-boys ne viennent pas défendre les mineurs avec des colts, mais avec des arnaques, quoi. Et en ça, je reste sur ce sujet-là qui me paraît être le ferment de ce qu'on va trouver, mais parce qu'évidemment, on le voit a posteriori, c'est évidemment pas nécessaire, mais il se trouve que ça s'est passé comme ça, et je veux pas... de toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je pense que ça vient aussi de mon parcours en sociologie. J'ai un intérêt très fort pour aller regarder les choses telles qu'elles se passent en bas. Et donc, je vois ça chez les petites gens. C'est aussi ce que j'ai pu rencontrer. Et donc, j'ai pas envie de parler de ce que je ne connais pas. Et en l'occurrence, moi, c'est le pouvoir. Je n'ai absolument aucun... Giuliano, il a été conseiller pour Matteo Renzi, pas moi. Moi, je me suis baladé dans les pays qui ont appartenu à l'URSS et j'essaye d'en faire ce que je peux. Voilà. Eh bien, ce sont 2 regards absolument passionnants sur la Russie d'avant, la Russie d'aujourd'hui. Le Mage du Kremlin, donc c'est Giuliano d'Ampoli chez Gallimard. Si vous ne l'avez pas encore lu, bien sûr, n'hésitez pas. Slava, après la chute, le tome 1 de la bande dessinée de Pierre-Henri Gaumont, c'est chez Dargaud, et je vous encourage aussi vivement à l'acquérir. Je crois qu'on peut il y a une dédicace, peut-être juste dehors,
tout de suite. Il me semble en tout cas que c'est ce qui est prévu. Voilà. Et je vous remercie beaucoup tous les trois pour votre présence, à tous les deux pour vos réponses très éclairantes à mes questions. Et puis merci à la technique qui est toujours qui roule comme parfaitement bien. Merci à tous et à toutes.